Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour une analyse du marché. Une revue, comme chaque dimanche, on verra BTC, les altcoins, Ether, le marché US. Le but, c'est de voir la clôture weekly et de préparer notre semaine, de voir les différents setups, les différentes zones qu'il faut surveiller pour potentiellement rentrer en position. Chaque dimanche, on fait ce travail-là, d'avoir nos zones d'intérêt où si le marché y va, on pourra agir en conséquence. Alors, déjà, premièrement, calendrier économique, une semaine très importante, surtout ce mercredi 18 septembre, on va avoir la décision des taux d'intérêt aux États-Unis et la conférence de Jérôme Powell, le FOMC. Donc ça va être vraiment une journée décisive pour les marchés en fonction de la baisse des taux qu'il va y avoir, est-ce qu'on va avoir une ou deux baisses, et également en fonction du discours de Jérôme Powell qui va être très attendu. Donc attendez-vous à, pour moi, énormément de volatilité ce mercredi-là. Donc faites attention déjà si vous avez des stop-loss assez courts, si vous faites de l'intraday ou du scalp. Alors, rien n'empêche de trader lundi et mardi, mais attention, mercredi, lorsqu'on s'approchera des 20h, 20h30, on peut s'attendre à de la volatilité, donc méfiez-vous. Et ça va être également un discours et le résultat des taux qui va être très attendu pour la plupart des investisseurs. Donc ça c'est un point très important, on en parlait depuis un moment lorsqu'on a eu les chiffres sur l'inflation, sur le taux de chômage, etc. Tout ça, c'est un impact sur cette décision des taux d'intérêt qui, comme je dis, est très attendu pour cette rentrée. Au niveau de la clôture weekly de BTC qui arrive dans à peu près 6 heures, ça serait bien de clôturer au-dessus de ce niveau-là, puisqu'on aurait ici un ravalement, d'accord, on englobe la précédente bougie et on clôture au-dessus du plus haut de la précédente bougie weekly. Donc ça serait un signal plutôt bullish, d'accord, qu'on a ce genre de ravalement. En général, on a un marché qui continue une phase haussière. Alors je dis pas que ça y est, c'est parti 100 000 $ to the moon, mais déjà c'est un signal qui nous montre qu'on a une bonne réaction acheteuse. Donc à surveiller la clôture weekly, là ça joue pas à grand chose, mais si on a une clôture au-dessus, comme je l'ai dit, pour être précis, 59 803 $, alors je vais prendre les données sur Binance, 59 809 $, donc voilà, ça joue à 6 $, mais en tout cas c'est le niveau le plus important à surveiller. Sur du plus court terme, on avait réintégré ce range là, le gros niveau là des 58 000 $, on l'a réintégré avec une bonne impulsion. Pour moi, la prochaine target, c'est de venir chercher les 61 500 $. C'est un gros niveau, très important. On voit que c'est ce gros niveau de support de notre gros range. Le fait de réintégrer ce niveau, si on repasse vraiment au-dessus, pour moi, il y a de grandes chances d'avoir posé ici un gros bottom long terme et d'aller chercher ici les pressants sommets, de faire un nouvel atterrage. Donc c'est vraiment le niveau qu'il va falloir surveiller. Si on a une réaction vendeuse à l'intérieur de ce niveau-là, on peut s'attendre à aller chercher le bad range, et si on le break et qu'on joue le pullback, pour moi il y a l'opportunité d'aller faire un nouvel atterrage. De toute façon, on est actuellement dans une zone, c'est pas une zone moi qui m'intéresse pour du swing trading, parce qu'on est dans un milieu de range, c'est-à-dire que si je prends notre précédent range, qui est défini ici, on voit qu'on se retrouve pile poil au milieu de range. C'est là où en général il y a plus de volume échangé, c'est les 50% de retracement d'un range, c'est pas une bonne zone pour se positionner, je préfère jouer les extrémités. Là je parle vraiment d'un point de vue swing, après on verra sur l'intraday ce qu'il y a à faire, mais d'un point de vue swing, voilà, c'est pas une zone qui m'intéresse. J'ai deux zones qui m'intéressent, d'ailleurs elle je peux la mettre en rouge, parce qu'actuellement c'est un niveau de résistance. Soit on va chercher ce niveau-là, des 61 500 $, et là on montre une réaction vendeuse, d'accord, on a une bonne confluence, on est dans cette zone d'imbalance, on a ici cette grosse zone de résistance, voilà. C'est un niveau très important, et comme j'ai montré, historiquement c'est un niveau qui a plutôt fait office de support ou de résistance en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous. Donc là, ce que je veux voir, c'est une réaction vendeuse dans cette zone pour potentiellement prendre des shorts. Je ne me précipite pas trop rapidement. Pour le moment, ici, en 4 heures, on le voit bien, la dynamique est haussière, avec cette structure de W, des creux et des sommets de plus en plus hauts, des moyennes mobiles sur du court terme, orientées à la hausse. On le voit bien, on est au-dessus du 15 minutes, le 1 heure qui s'apprête à cross le 4 heures, et on est au-dessus du 4 heures. Donc pour le moment, la dynamique est haussière. Donc si on va chercher dans les prochaines heures, prochains jours, ce niveau des 61 500 $, ça va être une très bonne zone pour voir comment le marché réagit. On se positionne pas n'importe comment. Si on y va, qu'on commence à voir une consolidation, un break par le bas, une réaction vendeuse, un ravalement, quelque chose qui nous montre que on a des vendeurs qui se manifestent, ça sera une bonne zone pour prendre des shorts. Donc ça c'est le scénario où on a un pump. Deuxième scénario, on a une baisse, donc vous voyez, je ne sais pas ce que le marché va faire. Je peux pas vous dire, le marché va faire ça, le marché va faire ci. Non, je trace mes zones. Quand le marché va chercher ces zones-là, je réagis en fonction de ce que le marché va me montrer à l'instant T.
Donc comme j'ai dit, première zone, 61 500$, on a une réaction vendeuse intéressante pour prendre des shorts. Sinon, bonne zone de localisation, si on vient chercher notre zone des 58 400$. En fait, c'est ici notre impulsion qu'on a eu. C'est un niveau très important. Déjà, on a notre bad range qui est légèrement en dessous vers les 58 000$. Et comme je l'ai dit, plus précisément, les 58 400, c'est une très bonne zone puisque c'est le break au moment où on a eu d'autres impulsions. On n'a aucune raison de réintégrer ce niveau-là. Si on a une réintégration, donc déjà, tant qu'on ne le réintègre pas, c'est un niveau de support, on va plutôt chercher des achats. Bien sûr, comme j'ai dit, je ne me positionne pas n'importe comment. Je vais avoir une réaction acheteuse, ici un ravalement, une pattern qui me montre que j'ai des acheteurs qui défendent cette zone-là. Et ensuite, voilà, je pourrais rentrer en position pour viser la borne haute en cherchant un achat dans cette zone-là. Maintenant, si on réintègre ce genre de niveau, c'est plutôt bearish parce que on comble cette zone d'imbalance sans qu'elle fasse office de support, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réaction acheteuse lorsqu'on a eu notre impulsion, et si on commence à passer en dessous cette bougie, qui est vraiment l'impulsion qui nous a break ce niveau-là, on a des acheteurs qui sont piégés, on a des vendeurs qui montrent qu'ils sont présents, et pour moi, on repasse dans une bonne dynamique baissière, on aura de grandes chances de au moins revenir chercher notre zone ici de rechargement entre les 0,118 et 0,786. Hop. Voilà. Globalement, cette zone-là, qui sera une zone potentiellement intéressante si on y va, mais on voit que, en tant que swing trader, notre but c'est d'avoir de bonnes zones de localisation. On peut pas se permettre d'avoir comme ça un drawdown de -5, -6%, on veut se positionner dans des bonnes zones. Donc moi, admettons ici, j'ai un achat, dans cette zone-là des 58 400$. Si on commence à parvenir et clôturer et franchir les 57 600$, je commencerai à clôturer mes longues, parce que mon but c'est pas de holder une position qui va potentiellement faire -5, -6, voire plus. Donc c'est là l'importance d'avoir une bonne gestion de risque et de déterminer de bonnes zones d'invalidation. Quand on joue comme ça sur des extrémités, on revient chercher une borne qui a été très intéressante au niveau des acheteurs, puisqu'on l'a clairement break. D'accord? On a plus de chances d'avoir une réaction acheteuse si on y retourne à nouveau. Par contre, on peut pas dire que c'est sûr à 100% qu'on va avoir une réaction acheteuse. C'est là l'importance d'avoir une zone d'invalidation qui est claire. C'est si on repasse en dessous de cette impulsion qu'on a eue en H4. Donc ça serait ma zone d'invalidation si je cherche des achats dans cette zone. Donc, voilà, un exemple de trade. Je peux pas savoir mon exécution où elle va être exactement, mais ça pourrait me donner quelque chose comme ça pour aller chercher du 2, 3 pour 1, au moins chercher l'extrémité haute avec une prise de profit partielle sur le milieu de range. Et inversement, comme je l'ai dit, si on va chercher l'extrémité haute, ici j'ai un setup de short, je pourrais avoir ce genre de trade pour aller chercher l'extrémité basse et un TP partiel au milieu du range. Donc ça c'est un peu les plans swing trading sur le BTC. Comme je dis, quand on fait du swing, on va être sur du 1h, 4h daily. Pour le moment, je vois une dynamique haussière en 4 heures, mais je vois la réintégration d'un précédent range qui est un range plutôt en daily. Donc voilà, on n'est pas dans une zone qui m'intéresse parce que oui, on est plutôt bullish, mais l'amplitude n'est pas intéressante. C'est-à-dire que là, si je me positionne à ce niveau-là, mon stop loss, je vais pas le mettre là, parce qu'on en est plutôt sur de l'intraday, d'accord? Qu'on a comme ça des stops serrés j'avais 0,7%, on est des stops serrés, là c'est plutôt de l'intraday qu'on fait. Donc, comme je dis, moi, mon invalidation sur un plan swing acheteur, elle est ici. Là, j'ai pas un risque qui m'intéresse. Et si je demande à faire du 2-3 pour 1, ça me demande d'aller chercher des niveaux, pas impossibles, mais plus compliqué à aller chercher, d'accord? Donc c'est pour ça que le risk reward est intéressant. On peut avoir une exécution dans une zone, mais si le risk reward n'est pas intéressant, bah notre setup ne s'enclenche pas. En tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne. Je peux avoir mes conditions, hein. Des fois j'ai toutes mes conditions qui sont validées pour entrer en position, mais mon risk reward n'est pas intéressant. Bah je ne rentre pas en position. Donc ça, pour BTC, voilà les plans swing que je vais surveiller dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Sur de l'intraday, la tendance est clairement haussière. On le voit bien, nos moyennes mobiles sont orientées à la hausse, le 15 minutes fait office de support, et actuellement, on est dans un range. Un range précédé par une tendance haussière a plus de chances de break par le haut et d'aller chercher la prochaine target. Alors je vais changer de chart parce que j'ai, voilà, cette chart-là, parfait. Comme je disais, on est dans un range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de break par le haut. On voit bien qu'on a 15 minutes qui soutient bien le prix depuis un moment. Pour le moment, on est toujours dans une dynamique qui est haussière. Donc là, sur l'intraday, je chercherai plutôt des achats dans cette zone-là. Par contre, mon invalidation, elle est claire. C'est si on commence à structurer cette pattern de retournement et qu'on commence à inverser notre dynamique sur du court terme. Oui, sur du swing, on est plutôt acheteur si on revient chercher des bornes basses. Par contre, si on commence en court terme là, structurer des creux des sommets de plus en plus bas, à nous sur l'intraday, ça va pas nous intéresser d'acheter ces replis.
Pourquoi? Parce qu'on sera dans une dynamique qui est baissière. C'est là l'importance de différencier l'intraday et le swing trading. C'est pas les mêmes unités de temps, on joue pas la même amplitude au niveau des mouvements. Donc actuellement, on est sur un niveau de support, on cherche des achats. Par contre, si on perd ce niveau-là, qu'on commence à break le tunnel 15 minutes, on aura de grandes chances d'aller chercher cette zone qu'on a identifiée, les 58 400 $. D'ailleurs, on a une bonne confluence également avec le tunnel 1 heure. Et on peut mettre d'ailleurs des targets d'extension. Si on break ce niveau-là à la baisse, on a une target, des extensions de Fibonacci qui nous donne une target réaliste entre les 118 et les 100% d'extension, ce qui nous donne un prix qui ira chercher les 58 600, entre les 58 600 et les 58 200 $. Donc ça, c'est des extensions de Fibonacci. Le but, c'est pas de prédire l'avenir, c'est des niveaux où on a des chances d'avoir tout simplement une réaction acheteuse dans cette zone, parce que les vendeurs qui jouent le break, on peut s'attendre que ces vendeurs-là prennent profit dans cette zone, ce qu'on appelle une zone de prise de profit théorique, et des shorts, des vendeurs qui clôturent leur position, c'est des racheteurs. Et on voit que d'ailleurs, on a une bonne confluence dans cette zone, tunnel 1 heure, bas de tunnel 4 heures, ce niveau de support. Donc c'est pour ça que, moi d'un point de vue swing, c'est une zone qui m'intéresse. Et comme je l'ai dit, sur l'intraday, plutôt une zone où on va chercher des achats pour viser la borne haute, d'accord? Parce qu'on est actuellement dans un range. Soit vous tradez le range, vous cherchez des achats borne basse pour viser la borne haute, avec une prise de profit partielle sur le milieu de range. Si vous jouez la continuation de tendance, vous pouvez prendre des profits sur le haut de range et garder une position partielle de votre trade pour aller chercher l'extrémité haute ici. Compliqué après sur l'intraday d'aller chercher des targets beaucoup plus élevés, à moins qu'entre temps on a un break, une consolidation et qu'on a un 15 minutes qui vient faire office de support, pas de souci. Mais actuellement, je chercherai pas à mettre des TP au-dessus de ce gros niveau de résistance des 61 500 $. Voilà pour le BTC au niveau des plans intraday et swing pour sur l'intraday, ça va être dans les prochaines heures, voire prochaines minutes. Et bien sûr, je continue à faire des updates parce que jeudi, vendredi, je peux pas savoir ce que je vais faire sur l'intraday, sachant que le marché peut évoluer en fonction de bien sûr de mercredi, les news qu'il va y avoir, en fonction de l'évolution du marché, tout simplement. Au niveau d'Ether, toujours un peu plus bearish que le BTC, on voit qu'il corrige toujours un peu plus. On avait ici break un bon niveau, vous voyez, toujours ces niveaux de résistance que je garde tracés pour avoir une visualisation là sur du court moyen terme. Donc on avait eu un bon break, malheureusement un break qui est un peu plus timide que le BTC. On voit bien que comparé au BTC, on était parvenu à repasser au-dessus du tunnel 4 heures. Ether a toujours un tunnel 4 heures qui est baissier. BTC, où est-ce qu'on se trouve? On se trouve dans le tunnel 15 minutes, qui est ici. Sur Ether, lui, on la break. C'est pour ça que, je vous le dis et je vous le répète aujourd'hui, Ether, je ne le trade absolument pas depuis des semaines, voire des mois. Enfin, j'ai déjà pris quelques trades sur l'intraday, mais sinon déjà d'un point de vue swing, je le trade absolument pas. Sur l'intraday, je le trade beaucoup moins. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est beaucoup plus rare. Pourquoi? Parce que Ether est beaucoup plus faible. Donc je préfère jouer des amplitudes de mouvement qui vont être beaucoup plus importants sur BTC que sur Ether. Et on voit bien que, comme je l'ai dit, BTC lui est dans son tunnel 15 minutes, Ether lui l'a cassé et est dans son tunnel 1 heure. Donc il se retrouve sur un niveau de support, parce qu'on est quand même dans cette zone d'imbalance, dans ce niveau qui faisait office de résistance, qui fait maintenant office de support, que je peux d'ailleurs affiner. J'ai pris une zone large, mais je préfère clairement cette zone-là. Si on peut revenir légèrement plus bas, c'est une bonne zone. Et actuellement, dans le tunnel 1 heure. Donc une zone où on va plutôt chercher des achats. Maintenant, comme je l'ai dit, à Ether, déjà, d'un point de vue amplitude, on a le tunnel 4 heures qui est juste au-dessus. On a cette zone de résistance des 2430 $. Et on a également cette zone des 2550 $. Si on parvient à réintégrer et flip cette zone de résistance en support, la prochaine target, c'est d'aller chercher ce niveau-là. Mais pour le moment, on le voit bien, Ether, il est plutôt faible. Après, on peut voir ici un gros range. Hop, je vais mettre un volume profile. Tac. Voilà, on peut voir un gros range. Le poke, qui est d'ailleurs dans une bonne zone de confluence avec le tunnel 4 heures pour potentiellement prendre des shorts, même si dans un range je préfère jouer les extrémités. Et si on retourne à nouveau chercher l'extrémité basse, en dessous des 2250 $, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats si on joue l'intérieur de ce range-là. Je vais tout supprimer, on va juste se mettre en weekly. Au niveau de la clôture weekly, c'est plus faible. Et on le voit bien avec cette pattern de retournement. Hop, le break, le pullback sur la ligne de coup, le rejet. Et pour prendre un exemple, BTC clôture ici, au-dessus de ce niveau-là. Enfin, pour le moment, quand j'ai regardé les graphes, entre la clôture weekly, ça peut changer. Mais tout à l'heure, on voit qu'il était au-dessus de sa précédente bougie weekly. Alors que Ether, il est à 50% de retracement. Ce qui est beaucoup plus bearish.
Donc j'ai toujours des convictions sur Ether, hein, je continue, pour moi ça reste une altcoin très intéressante à accumuler, même si on a perdu quand même des gros niveaux sur la paire ETH-BTC. Moi j'avais plus de conviction que ce range tienne, hein, parce qu'on est dans un range précédé par une phase d'accumulation, donc selon moi ce range a plus de chances de casser par le haut. Maintenant ce qui me manquait, et ce qu'on avait vu ensemble, c'était une réaction acheteuse. On avait marqué nos bornes qui étaient intéressantes, on avait 3 bornes qui étaient intéressantes, cette zone-là a des 0,057, les 0,052 et les 0,049. Ce que je voulais pour vraiment avoir une vraie confirmation, parce qu'on avait toujours cette trendline qui faisait office de résistance, je trade pas les trendlines, mais c'est vrai que celle-là, elle est quand même assez, on le voit, qu'elle tape à l'œil, d'accord, même si j'utilise pas trop les trendlines, mais cette trendline me permet de voir à quel moment on va switch dans une configuration qui va être beaucoup plus intéressante. Et ce que j'aurais aimé voir, c'est une réintégration de ce niveau-là, suivi d'un pullback sur ce niveau de support, hein, vu qu'on l'aurait flip en support, soit sur ce niveau-là une pattern de retournement, mais on l'a pas spécialement eu, ou alors également une pattern de retournement sur ce niveau-là. On voit que pour le moment on enfonce, donc la paire ETH-BTC reste clairement bearish. On voit que on a toujours des moyens mobiles orientés à la baisse. Maintenant, on revient chercher des gros niveaux long terme historiques que honnêtement je ne pensais pas spécialement revoir, faut le reconnaître. Voilà, parce qu'on est dans notre zone de rechargement entre les 0,58 et 0,786. On est ici dans toute une zone d'imbalance, hein. On a tout simplement ici un déséquilibre. Hop. Donc, si je prends le bas de la zone d'imbalance, hein, on a bien sûr ici des zones d'imbalance également à ce niveau-là, mais on va reprendre le bas de la zone d'imbalance. Et c'est une précédente zone d'accumulation. Donc actuellement, toute cette zone-là, c'est un gros niveau de support. Que ce soit d'un point de vue retracement de Fibonacci, sur une précédente phase d'accumulation. Pour moi, on peut s'attendre à une réaction acheteuse ici. Maintenant, pas se précipiter. Comme je dis, on trace nos niveaux de support, comme on l'avait fait ici. Et ce qu'on veut voir, c'est à ce niveau-là, une réaction acheteuse. Au moins un premier ravalement, ça peut être un signal encourageant, même si un ravalement c'est un peu plus agressif qu'une pattern de retournement. Si on peut avoir quelque chose comme on est ici, là on a une pattern de retournement. Pour certains peut-être qu'elle peut être un peu plus compliqué à voir, mais on en a bien une. Je peux, pour faciliter la tâche, me mettre en 3 jours. Je peux mettre en close line également. On voit bien, on a une autre structure en W. Bah, c'est ce qu'on aimerait voir pour avoir ici une confirmation que Ether est prêt à surperformer le BTC. On a vu BTC, on a vu Ether au niveau des altcoins. On peut regarder les altcoins les plus fortes de la semaine. Bon, on a eu Toncoin, ICP. On a eu Tao qui a bien performé. TIA également. Maintenant, Tao, oui, c'est une altcoin qui est forte, mais qui est toujours à l'intérieur d'un range. Alors, je vais prendre, oui, parfait. Qui est toujours à l'intérieur d'un range. On voit bien. Et pour le moment, on fait du ping-pong. Donc, borne haute, on va plutôt chercher des shorts. Borne basse, on va plutôt chercher des achats. C'est pas parce que c'est Tao qu'il faut absolument pas chercher des shorts, hein. Je me rappelle, lorsque j'avais pris un short, c'était ici. On m'avait dit, ouais, non, qu'est-ce que tu fais? Tu short Tao, c'est complètement débile, c'est pas possible. Bah, faut différencier l'investissement et le trading. Je suis bullish sur Tao. J'ai du Tao dans mon portefeuille. Maintenant, il y a le trading et l'investissement. C'est pas parce que j'ai une horizon de temps, 6 mois, 1 an, 2 ans sur ce genre de crypto en général, que sur du court terme, c'est-à-dire sur quelques jours, quelques semaines, je ne peux pas short le marché. C'est pas une crypto qui va up only indéfiniment. On voit bien qu'actuellement, on est sur deux extrémités. La borne basse, elle s'achète, la borne haute, elle se vend. Au bout d'un moment, ce niveau-là, que ce soit à la hausse ou à la baisse, va break. Mais le plus important, c'est combien vous gagnez lorsque vous avez raison, lorsque le marché comme ça réagit dans votre sens, et combien vous perdez quand vous avez tort. Bah, le plus important, c'est que vos gains compensent largement vos pertes. Donc voilà, Tao, pas spécialement bullish. Alors oui, sur du long terme, on revient chercher, hein, on est dans des niveaux de support intéressants, c'est pour ça que c'est une zone où j'en ai accumulé. Maintenant, le vrai signal, c'est si on parvient à flip ce niveau de résistance en support, globalement les 350 $. Kia qui revenait bullish, mais globalement sur du monthly, voire plus, ça reste une altcoin qui est faible. Donc oui, on a une bonne réaction ici en weekly avec un bon ravalement, mais ça reste léger sur du long terme. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de regarder les altcoins qui font des ravalements. Voilà, par exemple, ici TIA, c'est le cas. Ils font des ravalements. Si je passe sur du très court terme, on a une bonne tendance qui est haussière. Vous voyez, tunnel 15 minutes, au-dessus du tunnel 1 heure, on break le tunnel 4 heures. Ça, éventuellement, cette semaine, pour travailler ce genre d'actifs à l'achat, en faisant de l'intraday, ça peut être intéressant. Par contre, sur du long terme, voilà, si on revient chercher le tunnel daily, ça peut être une zone où on cherche des shorts, c'est là où il faut différencier le court terme et le moyen terme. Là, si vous cherchez des altcoins qui sont fortes, eh ben, vous prenez des altcoins qui ont le plus performé, vous prenez les altcoins qui font des clôtures weekly intéressantes, avec des ravalements, des signaux comme ça qui nous montrent que, ok, on a une bonne réaction acheteuse. Par exemple, on va aller voir ING, STX, ça peut être
Ça peut être des cryptos qui font des ravalements intéressants, voilà. INJ c'est pas mal, mais on est rapidement sur une zone de résistance, donc ça m'embête un peu plus. Peut-être plus STX. Ouais, même pas. Je préfère avoir une dynamique baissière suivie d'un ravalement assez fort pour, sur l'intraday, travailler à l'achat pour avoir un retracement, plutôt que avoir ici un range et un mini ravalement à l'intérieur d'un range. Alors oui, on peut avoir de l'amplitude pour aller chercher l'extrémité haute, mais c'est le genre de chart que je préfère un peu moins maintenant, si on se met vraiment sur du court terme. Il y a moyen qu'on pullback ici, bon là je suis sur Coinbase, c'est pour ça, la chart elle est comme ça, il n'y a pas de liquidité, mais il y a moyen de faire la continuation de tendance. Bon, on perd le tunnel 15 minutes, mais voilà. Prenez des altcoins qui ont bien performé, surveillez les clôtures weekly, par exemple un TRX ou un DA, un Cardano, on peut aller regarder, mais pas s'attendre à une clôture weekly incroyable, au vu de la performance. Ouais, ADA c'est timide. Bon après on avait fait la semaine dernière était plutôt pas mal comparé à la plupart des altcoins, mais on voit qu'on n'a pas un fort momentum, ça reste timide. TRX, vous voyez. Alors, oui sur du swing, on revient chercher de bonnes zones, notamment le tunnel 4 heures. Par contre sur l'intraday, on le voit qu'on est bearish. Le 15 minutes qui fait office de résistance, voilà. Ça c'est pas une altcoin que je vais travailler à l'achat sur de l'intraday pour la prochaine semaine, parce que c'est pas une altcoin qui m'a montré qu'elle est forte, qu'elle a un fort momentum. Pour faire simple, vous prenez les altcoins qui ont bien performé, qui ont un momentum assez fort, qui ont des moyennes mobiles orientées à la hausse, et les pullbacks, ça peut être de bonnes zones pour chercher tout simplement des achats. Et à l'inverse, si vous êtes plutôt bearish, vous voulez short le marché, prenez des altcoins qui sont faibles. Par exemple BTC, ici on a APT, ETC, on peut voir APT ce qu'elle a fait. Bon, on est globalement dans un range. C'est pas incroyable, on n'a pas beaucoup de volatilité. Ça se voit qu'on a un peu retracé, mais pour de la continuation de tendance, bon, il y a potentiellement moyen de prendre un short là, dans la confluence 15 minutes, 1 heure, mais pareil, c'est pas le genre de chart. Je préférais bien enfoncer et avoir des moyennes mobiles bien orientés à la baisse, comme on a ici. Vous voyez, les pullbacks là, c'est beaucoup plus intéressant. Vous voyez, comme ça. Donc voilà, pour les altcoins, et méfiez-vous, comme je l'ai dit, à la volatilité de ce mercredi. D'accord? Attention à vos stop loss, tout simplement. Alors, sur le S&P, bon, on est toujours à l'intérieur de ce range sur du court terme, sur du long terme, bien sûr, qu'on est aussi, la personne qui vous dit que ça c'est une charte qui est baissière sur du long terme, je suis désolé, mais il n'y a rien de baissier là-dedans, on a des moyennes mobiles qui sont toujours orientées à la hausse, on n'a pas une pattern de retournement comme on avait ici, avec en weekly des creux, des sommets de plus en plus bas, donc là, on est toujours dans une dynamique qui est haussière, bien sûr qu'on est toujours bullish. Maintenant, est-ce que moi, personnellement, sur du long terme, j'achèterai ici? C'est compliqué. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien, et je vois beaucoup sur les réseaux parler du DCA sur le S&P pendant 20, 30 ans, etc. J'ai rien contre là-dessus. Maintenant, je pense que si vous vous intéressez un minimum au trading, à l'analyse technique, vous pouvez optimiser vos entrées, d'accord? Parce que le fameux DCA tous les mois sur le S&P, peu importe où il se trouve, c'est bien pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance, pas le temps, et etc. Là, je le comprends totalement. Maintenant, je pense que si vous regardez mes vidéos de manière quotidienne, vous avez un minimum de connaissances pour avoir de meilleures entrées. Et puis, il faut pas oublier que le DCA, oui, c'est intéressant. Maintenant, si on prend ceux qu'on fait du DCA en 98, je sais pas si c'était le cas à l'époque, mais qui ont long toute la hausse, qui ont fait du DCA, ils ont retrouvé, ils ont été en bénéfice. Alors ça dépend, ils ont fait du DCA à la baisse, ils ont peut-être un prix moyen aux alentours, au milieu là, on va dire. Si on fait un peu une moyenne, mais voilà, ceux qui ont acheté tout en haut là, ils se sont retrouvés gagnants 12-13 ans après, d'accord? Donc oui, le DCA c'est bien, mais si vous commencez votre DCA tardivement ici, et admettons qu'on est sur un top de marché, alors je peux pas le prédire, mais admettons qu'on fait quelque chose comme ça, ok, vous pouvez immobiliser vos capitales pendant des années, peut-être 5-10 ans. Donc moi je préfère faire du DCA, on va dire plus intelligent, et éventuellement me positionner sur des replis importants. Par exemple, au lieu d'immobiliser son capital tout le temps, on va se dire que sur des baisses de moins 10%, vous allez là renforcer votre DCA. Ça vous permet d'avoir déjà des points d'entrée beaucoup plus intéressants. Et si on fait un moins 20%, vous le renforcez davantage. Ça permet de ne pas immobiliser tout son capital et d'être piégé pendant 10 ans et d'avoir un meilleur timing sur vos entrées. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, chacun sa méthode de fonctionner. De toute façon, la meilleure méthode, c'est celle avec laquelle vous êtes la plus à l'aise, tout simplement. Donc maintenant, sur du plus court terme, globalement, on est dans un range. Une extrémité haute qui est simple à définir, qui se situe globalement vers les 5670 $, et une extrémité basse vers les 5300 $. Donc on est plutôt sur une borne haute. Alors pour le moment on a toujours une dynamique qui est haussière. Sur du 4 heures daily, on voit bien le 15 minutes qui est orienté à la hausse. Donc là, déjà sur de l'intraday, plutôt chercher des achats. Sur du swing, soit attendre des replis pour chercher des achats, mais sachant qu'on est sur un niveau de résistance, si on commence à avoir un ravalement, un signal assez bearish
ça peut être une bonne zone pour chercher des shorts. Comme on a eu lors de ce ravalement à ce niveau-là, lors de ce ravalement à ce niveau-là, ça nous montre qu'on a une réaction vendeuse. Maintenant, pareil, attendez, enfin c'est pas spécialement attendez, mais méfiez-vous surtout de ce mercredi 18 qui va être crucial, que ce soit pour les cryptos, que ce soit pour les assets à risque, hein, donc les marchés boursiers, le S&P, etc., etc. Et l'indice du dollar qui est toujours sur son gros niveau de support long terme. Pour le moment, on n'a pas une réaction acheteuse incroyable. On voit qu'on est en train de consolider autour de ce niveau-là. Pareil, je pense pas qu'on va avoir énormément de volatilité lundi et mardi, que ce soit sur les S&P ou d'autres actifs, parce que la plupart des gens vont attendre cette grosse décision que ça soit le FOMC et la baisse des taux qui est prévue ce mercredi 18. Donc voilà, soyez prudents sur les marchés. BTC, c'est quand même intéressant ce qu'il nous fait. On n'a pas encore le vrai signal qui, moi, me donnerait un signal vraiment bullish sur du long terme. Si on commence à parvenir au-dessus des 61 500 $, là je dirais ok, sur du long terme c'est vraiment pas mal, et on aurait dans ce cas-là de grandes chances d'aller faire un nouvel ATH et de chasser tous ces sommets-là. Et tant qu'on est en dessous de ce niveau-là, pour moi, attention, on est potentiellement dans une consolidation, et je dis ça va être plutôt pour moi un niveau de résistance. Voilà, vous avez mes setups, vous avez mes scénarios que je surveille, que ce soit sur de l'intraday ou sur du swing. Dans tous les cas, on fera des updates cette semaine, bien entendu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.